Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui donc en Gironde, à Libourne, sur un parcours très connu des compétiteurs pour y avoir disputé une première division nationale il y a 2 ans maintenant. On va essayer de vous faire découvrir la pêche au coulissant. En fait, cette pêche est bizarrement diabolisée par de nombreux pêcheurs à l'anglaise pour des raisons, je pense, de matériel qui il y a quelques années n'était pas tout à fait adapté et qui ne permettait pas de pêcher avec cette technique de manière très simple. Je vais vous montrer comment aborder cette pêche de manière, on va dire, facile et surtout éviter toutes les problématiques que les gens rencontraient par le passé, les emmêlages. Il y a des choses simples à faire pour éviter tout ça, et on va vous les présenter aujourd'hui. Suivez-moi. Comme par magie, j'arrive au bord de l'eau, le matériel est déjà installé. Bon, en fait, j'ai travaillé un petit peu au préalable pour faire gagner un petit peu de temps par rapport à l'approche de la pêche à l'anglaise et au coulissant. Donc, au niveau du choix des cannes, il va falloir s'orienter sur des cannes d'une certaine longueur. L'idéal, ce sont des produits de 14 pieds. Alors 14 pieds, c'est des 4,20 m en version française. C'est la bonne longueur, ça permet d'avoir un bras de levier assez important, sans forcer sur la canne, pour pouvoir propulser en fait votre waggler coulissant à bonne distance. Parce qu'on verra après dans la gestuelle est très importante pour justement éviter les emmêlages et justement pour réussir de manière pratique cette technique. Donc la bonne longueur, 4,20 m, ça passe relativement partout. Au niveau des moulinets, donc mon choix s'opère sur des moulinets de version 4000 qui sont de taille intermédiaire. Donc c'est des moulinets qui ont une bobine assez large. Il faut utiliser des moulinets avec un bon ratio. Pour la pêche à l'anglaise, généralement, il faut des moulinets qui récupèrent 90 cm à 1 mètre autour de manivelle parce qu'on veut être relativement efficace. On pêche à une trentaine de mètres, même si ce n'est pas des distances très lointaines. C'est quand même confortable d'avoir qu'une trentaine de tours de manivelle pour récupérer son waggler. Voilà, c'est toujours intéressant. Au niveau des actions des cannes, il faut une action pas trop rigide parce qu'on va se servir en fait de la souplesse de la tête de la canne pour pouvoir propulser ce flotteur. Avec une canne trop rigide, on sera obligé de faire un geste un peu brutal et souvent ce geste un peu sec va conditionner ou va plutôt générer les emmêlages. C'est surtout ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Donc l'action de la canne est très importante. Aujourd'hui, je ne me complique pas la vie. J'utilise une canne qu'on appelle slider. Donc slider veut dire coulissant. Et voilà, donc c'est vraiment une canne totalement adaptée à ce que je recherche. Avec justement une action de pointe relativement souple. Voilà. Au niveau des moulinets, alors mon choix pour la pêche au coulissant, toujours des versions 4000. Alors pourquoi le 4000? C'est un moulinet intermédiaire qui a une bobine assez large où le fil sera assez facilement. On pêche généralement au coulissant entre 20 et 35 mètres. Ce n'est pas des pêches à très longue distance, ce n'est pas le but recherché. Maintenant, je vais vous faire découvrir quel matériel utiliser. Alors principalement, le premier point sur la ligne, c'est le nylon. Le plus important, c'est d'avoir un nylon de gros diamètre. Parce que pour la pêche au coulissant, le problème, c'est que souvent les pêcheurs utilisent des fils de 14, 16, 18 centièmes. Et ces fils-là sont beaucoup trop fins et ont tendance à vriller rapidement. Et lorsque le fil vrille, le coulissement du flotteur sur la ligne se produit mal. Voilà, donc le plus important, c'est d'avoir un fil relativement rigide, donc 20 ou 22 centièmes, pour justement avoir un nylon raide et que le coulissement du waggler sur le fil soit vraiment facilité. Et hormis le fait du coulissement du flotteur, ça va aussi vous limiter un nombre important d'emmêlages. Parce qu'avec un nylon trop fin, malheureusement, il est trop souple. Et quand c'est trop souple, avec une grosse masse de plomb sur la ligne, ça a tendance à justement provoquer des nœuds à répétition. Donc, du gros fil, un moulinet en version 4000, une canne de 4,20 m, une action pas trop rigide. Et là, vous avez déjà des ingrédients qui vous permettront de faciliter, on va dire, l'appréhension de cette pêche et de limiter les erreurs en fait, produites par tous les pêcheurs, qu'ils soient amateurs ou de compétition. Donc aujourd'hui, on va profiter de cette belle journée pour vous présenter en fait, les 2 montages de pêche au coulissant. Parce que généralement, quand on parle de coulissant, on parle souvent du coulissant en méthode anglaise. Alors, je vous expliquerai en fait dans la journée quelles sont les différences entre les deux méthodes. Mais globalement, la méthode anglaise qu'on va présenter en premier sera la méthode qui permet de pêcher avec le plus de masse de plomb sur la ligne. Et après, on aura la méthode de coulissant en méthode italienne. Donc c'est aussi coulissant, mais avec beaucoup moins de masse sur la ligne. On verra pourquoi l'utiliser, dans quelles conditions l'utiliser, même si
On va revenir à la première méthode, l'anglaise coulissante traditionnelle, est celle la plus pratiquée, et on va dire la plus simple à mettre en place. C'est-à-dire que je vais monter un coulissant qui va prendre 10 grammes de plomb sur la ligne. C'est-à-dire que le flotteur globalement est quasiment pas pré-plombé, c'est-à-dire qu'ici il y a une masse qui représente 3 grammes. Et sur la ligne, vous aurez 10 grammes de portance. Donc par rapport à cette taille de flotteur, je vais utiliser un 22 centièmes dans mon moulinet, tout simplement. Voilà, à partir du 10 grammes coulissant jusqu'à 20 grammes, je vais utiliser du 22. Si j'utilise un coulissant plus léger, par exemple un 4 grammes, 6 grammes ou 8 grammes, j'utiliserai un 20 centièmes. Le but recherché, c'est d'avoir une ligne stable, une ligne qui pêche proprement sur le fond, même en cas de grand vent. Et sur les plans d'eau, quand on veut pêcher à l'anglaise, pas grand vent, la seule option est la pêche au coulissant. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une technique qui est très, vous verrez, abordable et très efficace. J'espère que les poissons seront de la partie pour vous montrer en pratique ce que ça va donner. Ici, le plan d'eau est assez capricieux. Quelquefois, on fait des pêches magnifiques et d'autres fois, les poissons ne veulent pas répondre. Donc là, c'est un peu l'incertitude. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de vous faire découvrir simplement les bons montages, les bons gestes. Et je pense que si vous ressortez de cette petite vidéo avec l'esprit plus clair par rapport à l'approche de cette pêche et les bons montages, le bon matériel à utiliser et on va dire les bons réglages de plombée qui sont aussi une donnée très importante, ça sera très bien pour vous et vous aurez vraiment avancé à grands pas. Voilà, donc je vais vous faire découvrir tous ces conseils de champion pour vraiment vous faire gagner des heures et des heures et des heures on va dire, d'éducation et de recherche. Voilà, on va partager mon expérience maintenant, on y va, c'est parti. Oh, bien sûr, pour pouvoir pêcher à l'anglaise, il va falloir mettre un peu de fil dans le moulinet, sinon ça va être compliqué. Donc, très simplement, nous allons passer le fil dans le premier anneau, on ouvre le pick-up, voilà, tout simplement. Et ensuite, moi je fais quelque chose de très très simple, c'est-à-dire que je fais des simples nœuds qui vont venir se caler, j'en fais 2 de suite, qui vont venir se caler, donc c'est simplement une boucle qui se resserre sur l'axe du moulinet. Donc je fais un double nœud. Donc simplement, voilà, on resserre autour. Donc c'est pas très esthétique, mais c'est très efficace. Donc là, on voit bien mon nœud sur le moulinet et je coupe, bien évidemment, l'excédent de nylon. Voilà. Là, le nœud est arrêté, le nylon est arrêté et on va pouvoir bobiner. Donc pour bobiner, on a de l'eau à côté, c'est très pratique. Donc on jette la bobine dans l'eau, on la récupérera bien sûr à la fin et on entoure le nylon autour du moulinet. Généralement, on a besoin de 120 à 150 mètres sur un moulinet pour être à l'aise. Déjà pour simplement bien le remplir. Parce qu'il faut qu'un moulinet soit bien rempli pour pouvoir propulser facilement un waggler sans forcer. Parce qu'une bobine trop creuse, là il faudra quand même vous méfier aussi de ça. Il faudra quand même utiliser une bobine spéciale, ce qu'on appelle les bobines match. C'est des bobines qui sont qui sont plus petites en contenance que les bobines creuses. Et ça permet de libérer plus facilement en fait, le nylon lors de votre action de lancer, en fait, tout simplement. Donc là, moi j'utilise une bobine de 150 mètres. C'est globalement la contenance de mon moulinet. Donc j'arrive bientôt au terme, voilà. Voilà, j'utilise un moulinet un peu particulier qui a une espèce de gorge oblique là, qui permet en fait de faciliter la sortie du nylon en fait, du moulinet lors de l'envoi. Donc on voit que c'est une forme un peu tronquée comme ça. Donc il faut que le nylon arrive en bas de du plan incliné, voilà. Donc ça c'est important, ça permet de libérer facilement le nylon en fait, du moulinet. Mais on voit bien sinon que le moulinet est relativement bien rempli et surtout soyez vigilants à ça parce que si vous utilisez une bobine creuse, ça risque de freiner votre ligne lors de l'envoi et du coup ça aussi, ça peut être source d'emmêlage. Donc un moulinet bien rempli est gage d'un bon lancer et d'une bonne sortie du waggler de votre canne. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc là bien sûr, il va falloir passer le fil dans tous les anneaux. Donc sur des cannes anglaises, les anneaux sont assez nombreux. Généralement sur une 4,20 m, vous allez avoir entre 13 et 15 anneaux.
Donc ça, c'est toujours un petit peu fastidieux, mais bon, voilà, quoi, ça se fait relativement bien. Bon, ce qui est important, il ne faut surtout pas en oublier un. Le problème, c'est que si vous oubliez un anneau, vous allez avoir après des frottements sur... Et ça arrive à tout le monde, malheureusement. Et vous êtes obligé de refaire tout le montage, parce que sinon, si vous laissez le nylon se frotter sur les extérieurs des anneaux, l'extérieur des anneaux n'est pas du tout protégé, comme il n'y a pas de céramique, bien sûr. Donc là, vous allez vriller votre fil très rapidement. Donc il faut vraiment contrôler. Une fois après les avoir passés, un petit conseil, contrôler qu'il n'y en ait pas un d'oublié. Je recontrôle une dernière fois mon montage global et je m'assure que le fil est bien passé dans tous les anneaux. Donc là, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important. On se fait tout savoir. Autant le vérifier maintenant que de s'en rendre compte à la fin et de tout devoir casser et démonter. C'est quand même beaucoup plus long de le faire à la fin que de le faire tout de suite. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la mise en place des différents éléments sur la ligne. Donc on y va. Donc la première des pièces à utiliser pour un montage de coulissant est l'emploi d'une perle. Alors, c'est des perles très fines, avec un trou très fin, qui va juste permettre en fait de laisser passer votre nylon de 20 ou 22 centièmes. Et cette perle-là ira en contact, on verra un peu plus tard, avec un nœud d'arrêt qu'on fixera sur la ligne. Et ça, je vous le montrerai un peu plus tard. Donc là, voilà, j'ai ma micro-perle. Donc il en existe plusieurs modèles, de toutes les couleurs, des transparentes, des rouges, des vertes, des jaunes. Ce qui est important, c'est qu'elle soit relativement petite et surtout que le trou intérieur de la perle soit très fin. Voilà. Il ne faut pas que vous ayez un très gros trou, sinon cette perle n'aura aucun intérêt. Donc très important, j'insiste dessus parce que sinon le montage sera à refaire également. Après avoir mis la perle, nous allons nous saisir du flotteur coulissant. Donc là, on va bien sûr positionner sur la ligne. Donc là, on voit que le flotteur va se situer juste en dessous de la perle. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on va fixer le premier plomb sur la ligne. Donc le premier plomb, je commence toujours par un numéro 6. Alors je commence toujours par un numéro 6, ça va me permettre en fait de bloquer le waggler simplement sur la ligne, pour éviter déjà, si je relâche le fil, que le waggler se retrouve par terre, tout simplement. Ça va permettre de bloquer le waggler sur le fil. Voilà, donc en fait là je peux relâcher bien évidemment, je peux relâcher le fil dans tous les sens, le waggler n'ira pas par terre ni la perle. Voilà, ça me permet de sécuriser tout ça. Alors ce plomb de 6, je ne vais pas en laisser un, je vais en mettre 3. Donc en dessous du waggler, j'ai fixé 3 plombs. Ça va me permettre en fait, tout simplement, je vais utiliser en fait juste en dessous pour mon montage principal, soit des billes percées, soit des grosses chevrotines. Moi personnellement, je préfère les chevrotines parce qu'en fait la chevrotine a tendance à être plus difficile à déplacer sur la ligne et je préfère avoir des plombs qui soient, on va dire qu'il y a une certaine tenue sur la ligne que des plombs qui coulissent tout le temps. Mais ça permettra quand même, parce que même si on met des grosses chevrotines, souvent à force de lancer, le plomb est un peu tendre, il va prendre du jeu et il risque de coulisser. Donc ça va permettre de faire un calage des gros plombs en fait par rapport à ces petits plombs. Ces petits plombs, c'est des plombs de calage tout simplement, des grosses chevrotines qui vont arriver juste en dessous. Alors là, je vais monter un 10 grammes. Donc pour un 10 grammes, souvent, c'est vrai que les questions reviennent, mais quel plomb utiliser sur la ligne pour par exemple un flotteur coulissant de 10 grammes? C'est très simple. Ma masse va être constituée principalement de 3 gros plombs qui seront encadrés par en gros 3 plombs donc petits au-dessus et en gros 6 plombs petits en dessous. Donc 3 petits plombs au-dessus des grosses chevrotines ou des billes percées et 6 plombs en bas. Donc le premier gros plomb que je vais choisir fera 50% de l'importance du waggler. Donc c'est pas compliqué, c'est un waggler qui va prendre 10 grammes. Donc j'ai trouvé une chevrotine d'environ 5 grammes. Voilà. Donc moi, comme je vous ai expliqué à l'instant, j'utilise des grosses chevrotines. Donc c'est un très gros plomb. Donc pour les grosses chevrotines, une petite astuce, pour la centrer le mieux possible, l'idéal c'est de la refermer au préalable un peu dans les doigts pour on va dire refermer la gorge qui est souvent un peu trop large. Et du coup, je la positionne. Voilà. Donc là, je pense qu'on doit bien voir la grosse chevrotine. Donc cette grosse chevrotine, on va venir la caler contre les 3 petits plombs que j'ai mis initialement. Donc ensuite, on va utiliser un deuxième gros plomb. Donc le premier, 50% du poids de l'importance du flotteur. Donc pour un 10 grammes, on va mettre un plomb de 5 grammes. Le deuxième, environ 20% de l'importance. Donc un plomb d'environ 2 grammes. Donc on sera déjà rendu à 5 plus 2, 7 grammes déjà. Donc je saisis d'un plomb de 2 grammes.
Le deuxième plomb est fixé, donc j'ai un plomb de 5 grammes et un plomb de 2 grammes. Je vais en rajouter un troisième qui va représenter 10% de l'importance du flotteur. Donc 10% de 10 grammes, ça va faire 1 gramme. Donc je vais rajouter un plomb d'1 gramme. Alors c'est vrai que j'ai souvent la question qui m'est posée, pourquoi utiliser plutôt 3 gros plombs qu'un gros plomb, par exemple une grosse chevrotine, ou d'en mettre 10 plombs de 1 gramme? Alors tout simplement, je vais vous dire, par expérience et par échange avec les différents champions internationaux qui pratiquent la pêche régulièrement en coulissant, c'est le montage qui semble le moins emmêlé. Voilà, tout simplement. Donc on respecte souvent ce critère-là, 50% pour le plus gros plomb, 20% pour le deuxième plomb, 10% pour le troisième, et on finit de part et d'autre avec des plombs beaucoup plus petits qui vont permettre de rendre une certaine souplesse à la ligne et de pouvoir étaler les plombs si nécessaire. Mais c'est plus de l'expérience qui parle qu'une logique bien cadrée à l'avance. Il n'y a pas de... J'ai déjà essayé de pêcher avec une chevrotine et c'est vrai que ça a tendance à plus souvent emmêler qu'avec ce plombage, on va dire cette plombée en dégradé. Voilà. Donc bon, on va dire que c'est plus de l'expérience qui parle qu'une raison autre que celle-ci. Mes 3 plombs, une fois avoir positionné mes 3 gros plombs, donc je vais compléter par une plombée dégressive, c'est-à-dire que là je vais mettre en gros des plombs de 3, de 4 et de 6. Voilà, je vais en mettre en gros 2 de chaque. Donc là je viens de terminer le montage, donc il y a 3 plombs numéro 6 juste en dessous du waggler. J'ai ma chevrotine de 5 grammes, celle de 2 grammes et celle d'1 gramme juste en dessous. Et après j'ai 2 numéro 3, 2 numéro 4 et 2 numéro 6. En montage, on va dire au waggler coulissant méthode anglaise, donc méthode traditionnelle, je ne descends jamais en dessous d'un plomb numéro 6 au niveau du bas de ma ligne. Ça me permettra, ce plomb-là pourra être, on verra qu'on pourra les étaler, ça permettra d'avoir une certaine souplesse si nécessaire, mais on ne descend jamais trop fin, parce que c'est des lignes stables qu'on veut obtenir, et ça ne sert à rien d'utiliser des plombs trop petits. Là, on a 10 grammes de plomb sur la ligne, aucun intérêt de mettre des plombs numéro 10 et des plombs numéro 11, bien évidemment, aucun intérêt. Donc on va finir mon montage par un émerillon. Donc bien sûr c'est des micro-émerillons. Donc des fois ça dépend des références produits, mais généralement on utilise des émerillons numéro 20 à 18. Voilà, 20 à 18, c'est pour les pêches au coulissant. Bon après, c'est des émerillons relativement petits. Donc je vais raccorder en fait mon micro-émerillon sur ma ligne par un nœud de cuillère, donc je vais vous décomposer juste après. Donc ça permettra, c'est un nœud qui est très solide et qui permet d'intégrer facilement cette pièce. Alors mon émerillon équivaut en termes de poids à un plomb numéro 7 pour moi, à mon idée. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est dans la continuité de notre montage, c'est-à-dire que c'est du dégressif, ça équivaut comme si on avait donc en dessous de la masse des gros plombs, 2, 3, 2, 4, 2, 6 et un numéro 7 en équivalent poids. Voilà. Pour tester si mon flotteur est bien plombé, je pourrais réaliser tout de suite mon nœud d'arrêt sur ma ligne. Le seul souci, c'est comme il y a ici environ 6 à 7 mètres d'eau à la distance où je vais pêcher, ça va me prendre un peu de temps à remonter le nœud d'arrêt pendant 6 ou 7 mètres. Donc je vais être un peu feignant. Donc, je vais coller ici un tout petit plomb, l'équivalent d'un numéro 8, pour pouvoir bloquer en fait le côté coulissant du waggler, pour pouvoir tester si mon lest du flotteur est bien fait. Voilà, pour équilibrer la ligne, pour finir l'équilibrage tout simplement. Une fois que l'équilibrage sera parfait, je ferai sauter ce plomb numéro 8, bien évidemment, et je mettrai mon nœud d'arrêt à la distance de la profondeur souhaitée. Voilà. Donc là, on va fixer un tout petit plomb. Je vais pouvoir lester mon waggler.
on voit que mon antenne est relativement importante. Donc c'est très important d'utiliser une antenne adaptée aux conditions de pêche du jour. Aujourd'hui, on voit que le lac est très lisse, donc l'antenne, pour moi, sera trop forte. Celle-ci sera adaptée aux pêches par grand vent ou avec des èches très volumineuses. Là, aujourd'hui, on va utiliser une antenne beaucoup plus fine. Donc j'ai une multitude d'antennes que je vais pouvoir fixer en haut de mon waggler, qui permet de s'adapter déjà à la visibilité. Donc là, je vais pêcher dans une zone noire, donc je vais mettre une antenne jaune qui sera très visible. Et du coup, l'équilibrage, je vais la faire de telle manière à ce que uniquement cette partie-là ressorte de l'eau. Voilà. Donc, je peux modifier à la guise, bien sûr, la couleur et le diamètre des antennes. Là, je vois que j'ai opté pour une antenne relativement fine qui doit être de 2,5 mm. Mais je pourrais très bien utiliser les antennes beaucoup plus grosses. Là, je serais sur une antenne de 4 mm. Voilà. Donc on peut le modifier à notre guise, déjà en fonction de notre vue, parce que bien sûr chaque pêcheur a une vue différente, et bien évidemment en fonction des conditions que vous rencontrez le jour de votre partie de pêche. Donc comme vous pouvez le constater, mon équilibrage est loin d'être parfait. Donc on va s'arranger à y ajouter 1 ou 2 plombs de manière à pouvoir voir uniquement la partie jaune du waggler qui sera en dehors de l'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à rajouter des plombs. Donc entre mon dernier gros plomb de ma masse et le plomb numéro 3. C'est-à-dire que là, je pense que je vais rajouter un numéro 1 ou 2. Donc je vais le glisser juste au-dessus du numéro 3, entre le numéro 3 et le premier gros plomb composé des 3 plombs de la masse. La multitude de plombs sur la ligne n'est pas un handicap sur la pêche au coulissant. Ça ne devrait pas être une source d'emmêlement, loin de là. Aucun problème. Donc là, je viens de rajouter un numéro 1. On va réessayer tout de suite. Voilà, donc on voit que l'équilibrage tend à s'améliorer, mais il y a encore mieux à faire. Donc on va encore en rajouter un deuxième. Voilà, c'est chose faite. On revérifie. Voilà. Donc là, on voit l'intégralité, ou presque, de l'antenne jaune. Voilà. Donc là, la ligne est presque prête. Je dis presque, parce qu'il y a quand même un élément qu'on a ajouté tout à l'heure qui doit disparaître. C'est notre plomb numéro 8 qui a été positionné juste pour vérifier l'équilibrage. Donc on va le faire disparaître. Donc désormais, une fois votre flotteur bien équilibré, il suffit d'ôter le plomb de 8 qu'on avait mis juste pour cette opération. Donc ça va s'enlever assez facilement, aucun souci. Voilà, c'est enlevé. Donc là, mon flotteur coulisse librement, en fait. On voit bien sur la ligne, aucun souci. Donc maintenant, il va falloir générer quelque part un nœud d'arrêt qui va nous permettre justement que le flotteur va coulisser, et puis il va venir en buter. Quelque part, il va venir en buter sur un nœud où la perle viendra se caler contre ce nœud et votre flotteur, du coup, apparaîtra en surface d'une manière droite, comme ça. Donc en fait, le nœud d'arrêt aura cette fonction de fixer le flotteur à une hauteur d'eau bien précise. Voilà. Donc on va rajouter le nœud d'arrêt. Alors, l'idéal d'utiliser un fil de couleur fluo, comme ça on le repère facilement sur la ligne lorsqu'on a besoin de manipuler le fond, parce qu'il faut toujours, au moulinet, il faut toujours s'amuser à enlever du fond, en rajouter. Donc, on prend un fil de 16 centièmes, en général ça suffit amplement. Pas un fil trop gros, sinon ça va vous faire un coup d'arrêt dans les anneaux lorsque vous allez envoyer votre ligne. Donc 14-16 centièmes, c'est le diamètre idéal. Voilà. Donc on prend environ une vingtaine de centimètres de nylon. Donc on prend le nylon fluo. On forme une grande boucle. Cette boucle-là, on la pose sur votre fil du moulinet. Donc on tend bien le fil du moulinet. Voilà. La boucle, on la bloque de manière à vraiment avoir une vraie boucle avec le fil fluo en parallèle de votre fil de moulinet. Il y a un des deux nylons du fil fluo que vous mettez en parallèle, que vous tenez ensemble. Et là, vous tournez autour du fil fluo plus le fil du moulinet, vous faites environ 7 tours.
Donc voilà, j'ai fait 7 tours, j'ai ma boucle qui est à gauche, entre mes doigts, et j'ai fait 7 tours qui comprend le fil du moulinet et le fil fluo. Je bloque mes 7 tours, je récupère, je bloque les 7 tours, je récupère le nylon et je le passe dans la grande boucle que j'avais fait initialement. Donc là, le nœud, je le mouille un tout petit peu au préalable et je resserre l'ensemble. Voilà. Là, s'il n'est pas serré, c'est un nœud qui coulisse facilement sur votre ligne. Alors là, on va le resserrer un petit peu. Voilà. Le rendre un coulissement, pour lui donner un coulissement dur. Voilà. Donc là, j'ai un nœud, ce qu'on appelle un nœud d'arrêt. Il est là. Donc là, il coulisse vraiment avec un peu, il est un peu dur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser dépasser en gros 3-4 cm de chaque fil fluo. Donc, on voit bien le nœud. J'en fais un deuxième. Systématiquement, il en faut 2. Pour éviter justement que le nœud coulisse par hasard, simplement parce qu'en fait, il va prendre du jeu aussi le nœud et il risque de coulisser tout seul. Donc, en mettant 2 nœuds côte-côte, ça bloquera totalement ces nœuds-là, ils ne bougeront plus. Donc, vous voyez, donc là on arrive avec les 2 nœuds et on les juxtapose, on les met côte à côte. Là, les 2 nœuds côte à côte, vous ne pouvez plus les bouger. Par contre, pour bouger le fond, on peut les désolidariser et les repositionner ensemble quand on veut bouger le fond. Et c'est vrai que les 2 nœuds, eux, font tampon et ça évite justement que ces nœuds-là bougent de manière intempestive. Donc la ligne est enfin terminée. Donc après avoir mis la perle, le flotteur, les 3 petits plombs, les 3 gros plombs de masse principale, les 5 ou 6 plombs en dessous, les mérillons, après avoir vérifié l'équilibrage du waggler et après avoir réalisé les nœuds d'arrêt, la ligne est enfin prête. Maintenant, on va se mettre en mode sondage. Alors, il y a eu plusieurs écoles dans le temps. Il y a eu des pêcheurs qui montaient par le passé des grandes cannes à anneaux type bolognaise ou canne à brochet avec un gros flotteur pour pouvoir sonder. Aujourd'hui, avec la pêche au coulissant, c'est plus nécessaire d'utiliser cette méthode-là. Il suffit de descendre tous vos plombs, tout simplement, à l'émerillon, donc tout en bas de votre ligne. Donc vous descendez l'intégralité des plombs, hein, c'est-à-dire les 3 gros principales, plus tous les plombs qui entourent. Donc on les descend tous au niveau de l'émerillon. En fait, on est en train de constituer tout simplement, comme pour la pêche au coup traditionnelle, une sonde, en fait, tout simplement. Ça fait le format d'une sonde. Voilà, tout est descendu en bas. Cette masse de plomb va nous permettre, justement, comme une sonde le ferait, d'être positionné tout en bas de la ligne, et on va jeter la ligne dans l'eau à la distance souhaitée, et on va voir l'évolution du waggler dans l'eau. Si le waggler est bien équilibré, c'est-à-dire s'il reste en surface à une flottaison normale, c'est-à-dire que votre masse ne touche pas le fond, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre du fond jusqu'à temps de voir ressortir la tige du waggler. A l'inverse, si votre flotteur se couche littéralement sur la surface de l'eau à la mise en position, c'est que vous avez beaucoup trop de fond et que votre masse de plomb est posée par terre et qu'il n'y a plus aucun plomb qui supporte le poids du waggler. Donc grâce, on va dire, à l'évolution du waggler dans l'eau quand vous allez le lancer, vous allez jauger en fait du réglage et surtout de la profondeur que vous avez face à vous. Donc on va y aller. Donc là on va procéder maintenant à l'opération de sondage. Alors c'est une opération qui peut être délicate pour les non-initiés mais qui se relève assez facile en fait à réaliser. Donc on a mis tous les plombs au niveau de l'émerillon. Donc pour lancer la ligne, on fait un geste très souple, c'est-à-dire qu'on se serre, on fait comme un balancier en fait. On laisse partir le flotteur devant, il repasse derrière. Une fois qu'il est, on va dire, en tension derrière, il y a juste à basculer la canne vers le devant, mais de manière très souple. Surtout ne pas forcer le geste. Voilà. Donc après, vous moulinez pour couler votre bannière. Et moi, je libère environ le nombre de mètres nécessaires au fil pour coulisser pour atteindre le fond. Donc là, si j'ai environ 5 mètres de fond, je vais coulisser sur environ 5 mètres. Donc je libère environ 5 mètres de fil, ça fait coulisser beaucoup plus rapidement. Alors qu'est-ce qui se passe? Je constate que mon waggler est déjaugé, est complètement à plat. Donc c'est qu'il y a beaucoup trop de fond. Donc je vais renouveler l'opération, c'est que la masse de plomb est posée par terre
et il ne supporte pas le waggler. Donc il va falloir enlever du fond pour retrouver le bon réglage. Donc je vais renouveler l'opération. Donc je vais bouger les nœuds d'arrêt. Donc on va redescendre les nœuds d'arrêt, quoi plutôt les remonter, excusez-moi. On va plutôt remonter les nœuds d'arrêt. Voilà, pour du coup enlever du fond, parce que le waggler va coulisser jusque là. Donc on va enlever du fond. Donc là je vais travailler par tranche de 50 cm. Et donc on va relancer la ligne à environ 25-30 mètres du bord. Voilà, donc on coulit, on envoie, on noie la bannière, on libère du fil et on bloque. Voilà. Le flotteur va se mettre en place. Là, je suis entre 25 et 30 mètres. Ça coulisse, ça coulisse. Ah! Et là, je vois apparaître, en fait, le flotteur est droit, donc il est tendu, mais la tige du waggler, la tige noire, ressort. Ça veut dire qu'en fait, ma masse de plomb est posée par terre, mais le flotteur, ça suffit pour le tendre, il n'est pas à plat. Donc je savais que je suis très proche du fond idéal. Alors le fond idéal, au coulissant généralement, c'est de poser à peine la masse par terre et que votre flotteur ressorte juste à peine à la surface de l'eau. Plus que d'habitude, bien sûr, il faut voir plus que l'antenne. Parce que si vous voyez que l'antenne, ça veut dire que votre masse de plomb est entre deux eaux. Par contre, si vous voyez ressortir un tout petit peu du corps du waggler, ça sera le réglage parfait. Donc là, on voit que je suis à quelques centimètres du bon réglage. Le noir ressort en gros allez, de 7 à 8 cm. Donc je vais réenlever ces 7 à 8 cm. Donc encore pareil. Donc pour enlever, on remonte les ligatures. Donc je vais passer de là à là. Et globalement, c'est la différence de ce que je voyais apparaître en surface. Donc je le bouge et on relance. Voilà, ça y est, c'est parfait. Je vois juste les 2-3 premiers centimètres du corps du waggler qui ressort. Donc là, vraiment, la masse, elle est juste comme il faut. Donc ce qui va se passer maintenant, une fois que le fond est trouvé, eh ben, on va remonter la masse. Il ne reste plus qu'à positionner vos plombs sur la ligne. Donc en coulissant, c'est relativement simple comme montage. On va positionner tous les plombs à environ 80 cm de l'émerillon. Donc 80 cm, pour moi c'est une bonne brassée. Voilà, 20, 40, 60, allez. Voilà, 80 cm, c'est vraiment la façon de pêcher la plus pratiquée au coulissant. Donc on remet tous les plombs donc à cette hauteur-là. Donc on commence par les 3 petits plombs. La masse composée des 3 gros plombs, bien sûr, va suivre. Donc là, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir un gros nylon. Parce qu'on voit bien quand même qu'on manipule beaucoup les plombs, qu'on les déplace beaucoup sur la ligne. Et le fait de le pratiquer avec des tout petits nylons, bah déjà vous allez échauffer votre fil va vriller. Et puis tout ça va conduire à vous générer des nœuds à répétition. Alors qu'avec un fil comme j'ai là, avec un 22 centièmes, bah on va dire que ce fil est moins sensible à toutes ces vibrations et à tous ces coulissements. Donc en fait, ça va permettre de préserver une ligne en état de pêche pendant de longues heures sans aucun problème. Voilà. Donc en fait, en bas, je vais laisser uniquement l'émerillon. Et à mi-chemin, à environ une quarantaine de centimètres, je vais laisser un plomb numéro 6. Mon montage de départ sera celui-ci. Je pêche 8 fois sur 10 avec ce montage-là. Les seules conditions qui me font changer le montage, c'est lorsqu'il y a une grosse dérive et que beaucoup de vent se met en place, où là, je vais être amené à descendre. Là, j'ai plusieurs plombs numéro 6 en bas de ma plombée principale. Je pourrais descendre jusqu'à 1, voire 2 plombs de 6 sur l'émerillon pour stabiliser la ligne. Mais c'est uniquement en cas de forte dérive. C'est-à-dire que si le vent se met en place dans un étang, dans les grands plans d'eau, ça peut créer du courant comme dans une rivière. Et de manière à stabiliser votre aile sur le fond et pour éviter en fait toutes ces vibrations, on va dire, négatives sur les pêches stables, il va falloir donner un peu de lest, un peu de poids sur la partie basse de votre ligne. Donc 2 plombs numéro 6 collés à l'émerillon seront largement suffisants pour bien stabiliser la partie basse. Voilà. Mais de manière classique, on laisse l'émerillon pur tout seul en bas, à 40 cm un plomb numéro 6 et 40 cm au-dessus le restant de la masse. Donc pour finaliser la ligne, en fait il nous reste quand même un point essentiel, c'est l'hameçon. Parce que là bien sûr on a tout sauf l'hameçon.
Donc les badlings que j'utilise pour le coulissant font généralement entre 30 et 40 cm. J'ai quand même une préférence pour les 40 cm. Et donc bizarrement, on va retrouver même le même écartement qu'il y a entre mes plombs et la longueur de mon badling. Bon, c'est du hasard, ça n'a rien à voir. Si je mets un badling de 20 cm, ce n'est pas pour autant que je mettrai les plombs à 20 cm. Mais voilà, mon badling fera 40, les mérillons, un plomb 40 au-dessus, la masse 40 encore plus haut. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, entre l'hameçon et la masse, vous avez quand même 1,20 m d'écart. Donc pour ce montage à l'anglaise, coulissant traditionnel, je vais utiliser un hameçon de 16 qui est polyvalent sur un 12 centièmes. Donc là, on aura quelque chose d'assez solide. C'est là qu'on va pêcher sur le fond. Donc on va pêcher tout le badling posé par terre parce qu'en ayant réglé la masse à ras du fond, ça veut dire que les mérillons est à ras du fond. Donc ces 40 cm de badling seront posés par terre. Donc un hameçon de 16, c'est un hameçon qui permettra aussi bien de prendre les gardons. Parce qu'il faut dire qu'ici on est dans le sud-ouest et les gardons sont relativement mordeurs quand même. Ce n'est pas les poissons du nord de la France où des fois l'emploi d'hameçon plus petit est de rigueur. Ici les gardons acceptent totalement un 16 sans aucun problème. Donc mon badling est mis en place. Donc voilà, le montage est terminé. Donc nous allons désormais préparer en fait les amorces pour attirer donc les poissons sur notre coup au coulissant. Donc là je vais utiliser une amorce maison composée d'une base d'amorce à brème et d'amorce de lac. C'est une amorce particulière pour les lacs qui colle un peu, qui permet en fait de bien agglomérer l'amorce entre elles et bien l'emmener sur le fond. Pas qu'elle travaille trop dans les couches supérieures, mais plutôt un travail très lent, vraiment orienté recherche de gros poissons. Donc j'en ai pas mouillé des grosses quantités pour l'anglaise, c'est pas nécessaire d'en mouiller des grosses doses. Là j'ai globalement 2,5 kg d'amorce sèche. Ça peut me suffire pour faire vraiment une grande partie de pêche. Parce qu'on va utiliser des petites boules d'amorce jetées à la fronde. Donc ça ne va pas être des gros volumes qu'on va déverser sur le coup. Et je pense que c'est une évolution de la pêche actuelle. En général, on arrive à utiliser maintenant un peu moins d'amorce que par le passé. Avec 2 à 3 kg d'amorce, on arrive à faire vraiment de vraies jolies pêches. Voilà. Donc on va procéder au mouillage de l'amorce. Donc par souci de facilité et d'efficacité, on utilise maintenant des batteurs. Ça va très vite. Ça évite d'avoir la nécessité de tamiser les amorces. En fait, l'amorce est vraiment mouillée de manière très homogène. Et c'est mouillé en 2-3 mouvements en l'espace de 30 secondes. Je pense que je suis plus loin à en parler que de le réaliser. Alors l'amorce est déjà quasiment prête, ça m'a pris vraiment 30 secondes pour le faire. On va y ajouter un peu de terre de rivière, une terre dense, qui va permettre en fait de donner un peu de lest à cette amorce, parce que là où je pêchais, il y a environ 5,50 m, 6 mètres d'eau. Donc c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir utilisé la technique au coulissant, parce qu'à l'anglaise traditionnelle, on ne pourrait pas pêcher sur le fond. Et du coup, pour atteindre le fond et que l'amorce vraiment soit stabilisée comme il faut, vu que le vent se lève légèrement, on est arrivé tout à l'heure, c'était tout lisse, maintenant le vent commence à se lever, il risque d'y avoir un peu de dérive, un peu de courant, donc il faut y mettre de la terre de rivière. Donc globalement, là j'ai mouillé 2,5 kg d'amorce, et je vais avoir globalement 7-8 litres d'amorce mouillée à l'arrivée. Je vais y rajouter 30 à 40% de terre, donc 3-4 litres de terre, pour vraiment donner ce côté lourd que l'amorce a besoin justement pour véhiculer les ailes sur le fond. Donc, un dernier mouillage, vraiment, parce que les particules ont un peu absorbé l'eau. Et après, j'y ajoute la terre. Donc là, je vais y ajouter du coup cette fameuse terre. Donc on appelle couramment terre de rivière, mais bon, c'est vraiment un nom qui a été donné à cette terre-là. C'est simplement une terre dense, très grasse, qui est très lourde et très collante. Voilà, c'est plutôt l'appellation qui est souvent employée, mais qui malheureusement ne veut pas dire grand-chose en vrai. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc une terre lourde et grasse, un peu idée terre de taupinière. Voilà, dans l'esprit. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Là, ça a vraiment du poids. Donc là, on va procéder maintenant à l'amorçage. Donc aujourd'hui, je compte mettre un petit peu de castor
dans mon amorce. Là, je vois, j'ai quelques castors de préparés. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai environ entre un quart de litre et un demi-litre. Donc c'est tout à fait modéré. Je vais en mettre une poignée au démarrage. À cela, je vais ajouter, c'est pareil, il me reste un tout petit quart de fouillis. Je vais en mettre un huitième au départ. Donc on voit que c'est quand même relativement modéré au niveau des èches. Et on va se limiter à ça. Donc là j'ai préparé en gros, j'ai obtenu 10 litres d'amorce mouillée tout à l'heure avec la terre ajoutée. Donc là je vais en mettre au départ équivalent de 3 à 4 litres. Donc, je mélange tout ça. Donc là je vais pêcher environ entre 25 et 28 mètres. Donc une distance relativement modérée. Mais la pêche au coulissant, c'est une pêche qui se pratique très très bien dans ces conditions-là, entre 20 et 35 mètres. Voilà, donc c'est parfaitement la distance, on va dire, médiane utilisée pour cette technique-là. Donc au niveau de l'amorçage, je vais utiliser bien sûr une fronde. Je vais mettre des boules de cette taille-là, donc qui épousent totalement en fait la forme du godet. Alors, ce qui est important à l'anglaise, c'est d'être malgré tout relativement précis. Donc il faudrait essayer de mettre les boules dans un rayon de 2-3 mètres carrés. Ça serait parfait. Plus précis ne servira à rien, parce que votre flotteur ne pêchera jamais au même endroit, mais 2-3 mètres carrés, ça serait l'idéal. Ouais, donc là, on vient de démarrer la pêche. Et allez, à la deuxième coulée, premier poisson. Ça a l'air d'être un joli poisson. Bon, je ne l'ai pas encore vu, mais ça tient bien le fond. Donc là, je vais démarrer avec l'anglaise en méthode coulissant anglais, justement, avec 10 grammes de plomb sur la ligne. Bon, voilà, comme on pense à rien. Quand on a une petite tête, il faut des jambes et des bras. Donc on va y aller. On va sacrifier. Voilà. Donc un premier joli poisson, vraiment une belle brème, bien dodu. Donc on voit l'intérêt justement du coulissant en méthode anglaise. C'est une ligne très stable et ça permet de prendre des poissons relativement jolis, loin du bord. C'est marrant d'ailleurs, ce poisson a les lèvres très orangées. On voit bien que c'est un poisson fouilleur, donc c'est des poissons qui mangent vraiment sur le fond. Et ces montages-là, justement, font vraiment merveille pour ces pêches-là. Surtout dans le vent, où un montage anglaise traditionnel, on va dire fixe, serait beaucoup trop léger et beaucoup trop soumis à la dérive et ne permettrait pas de prendre ces gros poissons. Une brème. Donc, voilà le deuxième poisson. Donc j'ai fait une coulée à vide entre les deux. Et là c'est reparti, c'est l'air d'être encore un joli poisson. Donc ça fait des touches bien lentes sur le fond. Là je mets à l'hameçon un gauzer et 5-6 verres de vase. Voilà, c'est quand même c'est encore un joli poisson. On les voit bien arriver parce que l'eau est très claire. Voilà. Bon, depuis tout à l'heure, je n'ai pas monté mon épuisette, mais c'est pas très grave. L'avantage de ce parcours, c'est qu'on peut, avec des bottes, voilà. Donc en plus, on n'escanne pas du tout les poissons. Une belle petite plaquette qui a succombé à notre petit bouquet.
Sympa comme poisson ça, hein? À la pêche à l'anglaise, en fait, le choix de l'hameçon également est très important. En fait, il faut des hameçons qui soient capables de résister, on va dire, au ferrage et à la pression exercée par le carbone et le blanc. Donc, il faut quand même des hameçons assez costauds en fer, tout en restant, bien sûr, assez légers et assimilables par les poissons. Donc, moi, je pêche principalement avec 2 séries pour les pêches à moulinet. Une série arrondie pour les pêches fines, c'est-à-dire pour les pêches avec soit une bouchée de verre de vase, soit un panaché asticot verre de vase ou pinky verre de vase, ou alors un hameçon à point 30-30 un peu plus large d'ouverture pour les pêches avec des aiges plus volumineuses, telles que les vers de terre, ou alors les pêches au gosier, et du coup dans toutes les pêches de très gros poissons. Voilà. Donc en fait, mes choix sont relativement rapides et simples. Comme le montage qui est globalement toujours le même, les choix des hameçons sont globalement toujours les mêmes, c'est-à-dire soit un rond moyen de fer, on va dire, pour les pêches traditionnelles de gardon et plaquettes, soit un hameçon à large ouverture avec une pointe 30-30 pour les pêches où les poissons sont plus gros ou très mordeurs. Voilà. Pour la pêche au coulissant, j'utilise quasi exclusivement des balines de 40 cm de longueur. Et en niveau des diamètres de fil, ça va du 8 centièmes sur un hameçon de 20 pour les pêches les plus techniques à un hameçon de 12 sur 14 centièmes pour les pêches de gros poissons. Voilà. Bien évidemment, quand je parle de cette taille de nylon et d'hameçon, c'est uniquement pour les pêches de gardon, brème, tanche, on va dire gros poisson blanc. Bon, je ne parle pas de carpe. Pour la pêche de la carpe, il faudra rester sur le même type de longueur de bas de ligne, 40 cm. Il faudra prendre une série avec un fer encore un peu plus puissant. Là, les bas de ligne iront du 14 au 18 centièmes au niveau du fil. Et les hameçons iront du 16 au numéro 8. Voilà. Donc, mais en gros, sincèrement, sur une pêche à l'anglaise au coulissant, qu'on pêche du gardon jusqu'à de la très grosse carpe, on va dire qu'avec 3 séries d'hameçons, on peut tout couvrir. Donc en fait, le fait que la pêche s'annonce beaucoup plus délicate que prévu, je me décide de changer d'option. On va basculer sur un montage à l'italienne. Donc on va enlever de la masse de plomb sur la ligne, on va reporter cette masse sur le waggler, on va essayer de voir si par hasard les brèmes ne mordraient pas plus facilement sur une ligne folle. Voilà, donc on va essayer ça. On va passer au montage parce que là, j'ai rien de prêt, donc on va s'y préparer et on va rattaquer juste après. Donc, après avoir repris les fondamentaux de la pêche au coulissant anglais, là, on va attaquer la pêche du coulissant en méthode italienne. Alors, il y a le principal écart, ça ne réside pas dans le matériel, c'est-à-dire que la canne reste la même. Le flotteur, il aura une petite subtilité. Et le montage est globalement composé de la même chose, c'est-à-dire 3 plombs principaux, des petits plombs autour. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 80% de la masse de votre flotteur sur la ligne, là on va se retrouver avec 1/3 de plomb sur la ligne, 2/3 de plomb pré-plombé au cul du flotteur. Donc là, c'est une méthode différente où la ligne va être beaucoup plus légère, beaucoup plus souple. On va pouvoir pêcher beaucoup plus loin avec cette technique-là parce que le flotteur sera directionnel. Donc lui va partir, va propulser la ligne et va emmener la ligne plus facilement, relativement loin. Cette méthode a l'avantage donc d'être du coup plus discrète. Elle est plutôt orientée sur les pêches type carassin, carpe, mais aussi les poissons délicats comme les gardons et quelquefois les brèmes quand elles sont difficiles. Voilà. En termes de montage, donc pareil, on trouve la masse avec en gros
la dizaine de plombs qui se situent autour. On a un plomb intermédiaire, au lieu d'être un numéro 6, c'est un numéro 8 pour avoir quelque chose de plus souple. Et un émerillon légèrement plus petit. Et là, j'ai opté pour un hameçon de 18 sur 10. Voilà, donc on est sur un hameçon plus fin, un montage plus fin. Après, au niveau du positionnement du flotteur, tout à l'heure, on avait vu sur le montage anglais traditionnel, coulissant, le flotteur reposait sur les plombs, en mode, au niveau du lancer, le flotteur se positionnait comme ça. Donc en fait, le flotteur se positionnait simplement sur les plombs, et c'est la masse de plomb qui propulsait la ligne. Là, c'est différent. Le flotteur, c'est lui qui va être directionnel. Donc pour éviter les emmêlages, il ne faut surtout pas laisser accoler le flotteur au plomb. Il faut le décaler d'une distance supérieure à la longueur du flotteur. Alors je vais reprendre. Voilà. Là par exemple, mon flotteur fait en gros une quarantaine de centimètres. Il faut que mes deux plombs que je détache, j'en mets deux pour éviter que ça coulisse parce que les deux se bloquent l'un l'autre. C'est exactement le même système qu'avec le nœud d'arrêt sur la ligature. Donc là, on met deux plombs à une cinquantaine de centimètres de la masse de plomb principale. Et du coup, même en se repliant, on voit bien que le flotteur ne touche pas la plombée. Donc là, du coup, ça va permettre au flotteur de partir devant, de jamais ne se mélanger avec les plombs parce qu'il ne pourra pas les toucher. Et du coup, la ligne va s'étaler comme une ligne anglaise fixe, quasiment traditionnelle. C'est-à-dire qu'on verra les plombs tomber, on va bloquer la ligne en l'air, on verra les plombs tomber au-delà du flotteur. Voilà. Donc ça permet, ce montage-là, d'être plus discret, d'atteindre des distances plus lointaines et d'avoir un montage à mi-chemin entre le fixe, qui est généralement avec très peu de plomb sur la ligne, et le coulissant anglais, qui est très porteur et qui mobilise fortement l'aile sur le fond. Voilà, donc c'est un mix intéressant, très peu utilisé par les pêcheurs français, parce que généralement, les pêcheurs français, quand ils pêchent au coulissant, optent pour la technique de pêche coulissant anglais, c'est-à-dire avec la masse de plomb sur la ligne. Nos amis transalpins nous ont apporté cette technique-là, qui est un mix des deux, et qui permet vraiment de faire les différences lorsque les poissons sont chipoteurs, ou lorsqu'il faut utiliser une ligne légère dans 5, 6, 7, 8 mètres de fond. Voilà. Donc, en pratique, au niveau du lancer, on ne fera pas tout à fait le même lancer que tout à l'heure. Là, on a vu qu'on faisait tout à l'heure un basculement, c'est-à-dire qu'on envoyait la ligne vers le large, et quand elle basculait derrière, on propulsait sans faire d'effort. En fait, ça se lançait très facilement. La méthode coulissante anglaise se lance très facilement. Avec la méthode italienne, on pourra pousser un peu plus, on pourra mettre plus de pression. Ça ne risque pas de s'emmêler grâce au fait que le flotteur est déporté. Donc là, on pourra vraiment appuyer sur les lancers. Donc j'ai enfin terminé cette ligne. Donc maintenant, on va essayer de la mettre en pratique. Donc j'ai basculé sur la ligne avec un hameçon de 18. Un fil plus fin, on est sur un 10 centième au lieu d'un 12. Je remets des verres de vase et je vais remplacer le gauzer par un pinky. Donc je mets un pinky, 4-5 verres de vase et on va voir ce que ça donne. Donc là, au niveau du lancer, on va être beaucoup plus punchy au niveau du lancer. En fait, le flotteur n'étant pas collé à la masse, le risque d'emmêlage est vraiment diminué. Et là, comme c'est le flotteur qui va emmener la ligne, il ne faut pas hésiter à pousser un peu plus sur la canne. Là, c'est ce que j'ai fait. Bon, le risque d'emmêlage est quasiment nul, mais il faudra bien penser à décaler votre flotteur d'une taille au moins égale, voire un peu plus longue que la longueur de votre flotteur total. En fait, il ne faut pas que votre flotteur, une fois replié, touche la masse de plomb. C'est très important. Ah, une belle touche. Donc voici le troisième poisson. Alors celui-ci a succombé au montage italien. Donc un montage plus fin, donc plus, on va dire plus souple. Donc on voit que c'est encore une jolie plaquette. Donc là, j'étais sur, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de touche. Et du coup, grâce à ce montage-là, on a réussi à déclencher. Ah, elle est récalcitrante celle-ci. Voilà. On a réussi à déclencher donc une jolie plaquette. L'hameçon plus petit, avec un
J'ai remis un peu d'èche dans l'amorce parce que j'avais pas de touche du tout, donc j'ai remis un peu de pinky rouge. Donc en espérant que ça poursuive, mais en tout cas voilà, une belle touche et une première prise avec ce montage là. Donc un montage beaucoup plus léger. Donc il y a une donnée hyper importante à la pêche au coulissant, c'est la façon dont vous allez propulser votre ligne sur votre coup. En fait, l'erreur de beaucoup de pêcheurs est de pratiquer un lancer du flotteur coulissant comme un lancer au fixe, c'est-à-dire par-dessus la tête, avec ce qu'on appelle un gros fouetté. Et l'idée, en fait, ce geste n'est pas du tout adapté à la pêche au coulissant. Voilà. Le geste qui pourrait s'appréhender un bon geste pour le coulissant, c'est ce type-là. Donc aucun effort à faire. Il y a un balancement de devant vers l'arrière. Quand la ligne est tendue à l'arrière, on pousse la canne vers l'avant, mais très doucement. Je vais reproduire le geste. C'est assez simple à pratiquer, c'est assez simple à faire. Il faut que la ligne passe sur le côté. Alors gauche ou droite, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Ce n'est pas un souci en soi. Mais ce qui compte, c'est que, voilà, la donnée importante, c'est déjà, on laisse beaucoup de bannières entre le flotteur et l'otion. Ça, c'est déjà une donnée importante. Et ensuite, on fait une espèce de basculement naturel. Voilà, sans forcer. On bloque le fil à l'avant de la tombée du flotteur dans l'eau. 1, 2, 3. On noie la bannière, on la sort. Voilà. Donc là, on va rentrer la marque lorsqu'on va couler la bannière. 1, 2, 3, 2, 3 tours. On sort le sion de l'eau et on relibère jusqu'à la marque. Je ne sais pas si vous voyez la marque là. On relibère le fil jusqu'à la marque. En fait, les 2-3 tours qu'on a fait à l'intérieur de la bobine, ça a permis en fait de récupérer la bannière pour pouvoir couler la bannière. Une fois qu'on a rentré 2-3 tours de marque, on rouvre le pick-up, on relibère les 2-3 mètres de manière à faire réapparaître la marque. Et là, mon fil est totalement tendu. Là, je suis vraiment en tension directe avec le flotteur parce que le flotteur a coulissé grâce au mou que j'ai pu lui rendre. Je lui ai rendu le fil qui lui permet en fait de coulisser librement. Voilà. En fait, parce que là vous pêchez au coulissant, donc votre flotteur il va remonter sur la bannière. Si vous bloquez, si vous fermez votre pick-up à la distance souhaitée, votre flotteur va rentrer en glissant vers le bord, en revenant vers le bord. Et du coup, c'est plus rapide que de bloquer, on va dire, lorsqu'on veut couler sa bannière. On pourrait très bien bloquer le fil à cette hauteur-là. Le seul problème, c'est que le coulissement va être très long parce que le flotteur il va glisser vers l'intérieur tout doucement en revenant. Et il y a une opération où le plomb veut descendre vers le large et il y a le flotteur qui revient vers le bord. Et du coup, ça se contre l'un et l'autre et ça met 2-3 fois plus de temps à coulisser que si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous moulinez 2-3 mètres plus près au départ initialement. Vous rendez d'un seul coup le fil, ça le libère d'un seul coup et ça le réalimente vers le bas et le plomb absorbe tout de suite le fil rendu disponible et le flotteur coulisse tout de suite. Maintenant, on va aborder le lancer pour le waggler coulissant en méthode italienne. Donc, on va en fait globalement utiliser la même gestuelle initialement. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire le mouvement de balancier, donc vers l'avant, vers l'arrière. Par contre, là, on va appuyer beaucoup plus fort au niveau de l'envoi. Il n'y a aucun risque d'emmêlage parce que le flotteur étant détaché de la masse, il ne va pas se provoquer d'emmêlage au niveau des plombs. Et c'est lui qui va guider, on va dire, c'est le flotteur qui va guider la ligne, mais il va quand même être contrarié un petit peu par les 3 grammes de plomb qui sont sur le côté. Donc ne soyez pas surpris si votre flotteur vole un peu en papillon, parce qu'en fait, il ne pourra pas avoir la même direction que le waggler coulissant en méthode anglaise, qui lui-même se colle sur la masse. Donc ça fait qu'un seul et même ensemble. Là, vous avez deux zones de lest qui, on va dire, s'interfèrent un peu les unes les autres. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de forcer davantage sur le geste final pour pouvoir projeter le flotteur assez loin. On est obligé de le faire comme ça. Mais comme je l'ai expliqué juste avant, il ne faut pas avoir peur. Le fait d'avoir détaché le flotteur de la masse va vous éviter tous les emmêlages. Donc ce n'est pas un problème en soi. Donc je vais reprendre le geste comme pour
la méthode anglaise coulissante traditionnelle, on laisse beaucoup de bannières entre la pointe du sion et le flotteur, 1,50 m à 2 m de bannière. On fait un espèce de balancement d'avant vers l'arrière. Et là, on pousse par contre sur la canne au moment d'envoyer. Là, j'ai qu'un flotteur pourtant qui fait 8 grammes en pré-plombage plus 3 grammes sur la ligne. Et ben, ces 8 grammes me permettent d'aller sans aucun problème à une quarantaine de mètres sans difficulté. Voilà. Donc après, c'est la même technique pour couler la bannière. C'est-à-dire qu'en fait, on plonge au contact. Alors, on bloque bien sûr la ligne juste avant que la plombée touche l'eau, donc pour pouvoir l'étaler justement. On pointe la pointe du sion, on la fait disparaître sous l'eau sous une 20-30 cm. 1, 2, 3, 4 tours de manivelle pour pouvoir couler la bannière. On l'extrait par un geste vif de bas en haut. Ça permet vraiment de faire descendre la bannière sur toute la longueur. Et ensuite, on ouvre le pick-up pour rendre les 2-3 mètres du marquage que l'on a rentré dans la bobine pour pouvoir le relibérer et libérer le fil pour que le flotteur coulisse un peu plus facilement. C'est exactement le même procédé qu'au coulissant anglais. Bon, bah, on a fait une partie de pêche sur un mois d'avril. Donc la pêche a viré très compliquée. On est en pleine période de reproduction pour les poissons et malheureusement, ils n'ont pas été très coopératifs avec nous, ils n'ont pas été très sympas. Mais l'essentiel n'était pas là, l'essentiel était de vous faire découvrir en fait la pêche au coulissant avec les deux méthodes, donc anglaise et italienne. J'ai pu pratiquer là pendant, allez, on va dire 2h30, 3h. J'ai relancé régulièrement la ligne, je ne suis jamais emmêlé une seule fois. Donc ça, je pense que c'était quand même le point essentiel qu'il fallait réussir à gommer, en tout cas pour tous les pêcheurs amoureux de la pêche à l'anglaise et ceux qui veulent justement s'initier à la pêche au coulissant. Donc n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir de frein par rapport à ça. Un montage adapté, une canne adaptée, les flotteurs qui vont bien. À partir de ce moment-là, il n'y a plus trop de soucis à se faire par rapport à cette problématique on va dire de matériel. Voilà. Une fois que le matériel est bien réglé, tout va bien. Maintenant, il faut que les poissons soient de la partie pour vraiment s'amuser. Mais ce n'est que partie remise. Je sais que la prochaine fois, ils seront plus coopératifs avec moi. Et voilà, l'essentiel était ailleurs. On a découvert, en tout cas, ou pour vous, redécouvert une pêche qui était difficile à maîtriser. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une pêche très ludique. À partir du moment où les poissons seront plus actifs, je pense que d'ici mi-mai, les poissons vont se remettre à manger et ces gros poissons que l'on cherchait vont ouvrir plus largement la gueule par rapport à nos appâts. Et je pense que là, ça sera vraiment un bon moyen de les attraper et un bon moyen de remplir de belles bourriches. Voilà. Donc on va redécouvrir le fruit de la pêche du jour. Bon, les poissons ne sont pas nombreux, mais ils ne sont pas vilains malgré tout. Donc 3 jolis brèmes sont venus en fait combler cette journée. Donc surtout, gardez à l'esprit que la pêche au coulissant, c'est pas si difficile que ça. Avec quelques règles, on va dire, quelques règles bien respectées, vous n'aurez plus aucun souci pour vous amuser avec nos compagnons de jeu, que sont ces belles brèmes, mais éventuellement aussi des carpes, des carassins, des gros gardons et tous les poissons blancs que vous pouvez imaginer dans vos régions respectives. On vous remercie d'avoir suivi avec attention ce 10e numéro du magazine Net Pêche et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. À très bientôt.